Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est consacrée au cours sur le comportement en élasticité linéaire. La plupart des matériaux homogènes et isotropes sont soumis à des sollicitations qui ne produisent pas de déformation irréversible. C'est le domaine de l'élasticité. En outre, pour la quasi-totalité des métaux et alliages, le comportement est élastique linéaire. Le plan de cette vidéo est subdivisé en 5 parties. Dans un premier temps, en introduction, il convient de donner un aperçu sur l'élasticité et définir ce qu'est une loi de comportement. Ensuite, on examine l'allongement et la déformation d'un barreau soumis à une traction dans la direction longitudinale. Par la suite, on s'intéresse à la caractérisation expérimentale via l'essai de traction, lequel nous permet d'identifier certaines caractéristiques mécaniques. Puis on s'étale sur le coefficient de Poisson. Enfin, on démontre la loi de comportement en élasticité linéaire, connue sous l'appellation loi de Hooke généralisée. L'élasticité linéaire fait référence à la capacité d'un matériau à retrouver sa forme et ses dimensions initiales après avoir subi un chargement donné. Comme le montre cette animation, nous avons une structure qui se déforme sous l'action de trois forces, F1, F2, F3. Dès que nous cessons d'exercer l'effort, la structure reprend sa forme et ses dimensions. Ceci est illustré par les contours de la structure avant, pendant et après l'application du chargement. Examinons cette structure, laquelle est soumise à un chargement schématisé par les efforts F1, F2, F3. Et considérons une particule localisée au point M. En ce point règne un champ de contrainte et un champ de déformation. Le champ de contrainte sigma m et le champ de déformation epsilon m. La relation qui lie ces deux tenseurs, c'est une relation mathématique, elle est appelée loi de comportement. Cette loi de comportement ou cette relation permet de définir le comportement d'un matériau élastique linéaire homogène, isotrope, et pour un état de sollicitation donné. C'est-à-dire la réponse en contrainte et en déformation. Elle va dépendre bien sûr du chargement, de la géométrie de la structure, mais aussi de certaines caractéristiques mécaniques du matériau de cette structure, à savoir le module de Young et le coefficient de Poisson qu'on va définir plus tard. Considérons un barreau de longueur L0 et de section droite S. Ce barreau est soumis à une force F dans la direction longitudinale. La force F est enregistrée par le biais d'un dynamomètre. La contrainte est donnée par le rapport de la force F sur la section droite S du barreau. Sous l'effet de cette force, le barreau s'étire et la longueur L0, elle passe de L0 à L. Delta L étant l'allongement. Delta L est la différence de L moins L0. Nous appelons déformation dans le sens longitudinal le rapport delta L sur L0. Cette déformation longitudinale, elle est positive dans le cas de la traction et elle est négative dans le cas de la
compression. En élasticité, il existe une relation de proportionnalité entre la contrainte et la déformation. Cette relation est donnée par la loi de Hooke, par le biais du module de Young E. Cette loi établit une proportionnalité entre contrainte et déformation. Il faut préciser aussi que le module de Young se réfère à Thomas Young, qui a vécu de la fin du XVIIIe siècle au début du XIXe siècle. C'est un physicien anglais, tandis que la loi de Hooke, elle se réfère à Robert Hooke, un scientifique polymathe anglais du XVIIe siècle. Robert Hooke est considéré comme l'un des plus grands scientifiques expérimentaux de son vivant. Pour mettre en pratique la sollicitation appliquée au barreau qu'on vient tout juste d'évoquer dans la précédente diapositive, nous utilisons une machine de traction. Cependant, cet essai de traction est réglementé par les normes internationales. Il consiste à placer une éprouvette normalisée d'un matériau à étudier entre les mâchoires d'une machine de traction qui l'allonge ou le comprime jusqu'à la rupture de l'éprouvette. Sur cette diapositive, on peut voir la machine de traction à gauche et à droite, nous avons les éprouvettes qui servent comme éprouvettes pour cet essai de traction. Ces éprouvettes peuvent être de forme cylindrique ou de forme plate. Donc elles sont placées dans ces deux mords et on procède à l'essai de traction. Il faut préciser aussi que l'éprouvette de traction doit être préparée selon des spécifications précises, notamment en termes de forme, de dimension, mais aussi d'état de surface. On va appliquer progressivement une force de traction ou de compression jusqu'à la rupture de l'éprouvette. Pendant l'essai, les mesures de la force et de la déformation sont enregistrées pour établir la courbe contrainte-déformation, fournissant des informations sur le comportement mécanique du matériau. On peut même voir, ici vous avez un écran qui permet d'afficher beaucoup de données. Entre autres, on peut même afficher la courbe de traction. Cette courbe de traction, on va la montrer dans la prochaine diapositive. Donc, une fois l'essai terminé, les données sont analysées pour tracer la courbe de traction afin d'en extraire certaines caractéristiques mécaniques telles que la résistance à la traction, la limite d'élasticité et le module de Young. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans la prochaine diapositive. La courbe de traction représente la relation entre la contrainte et la déformation du matériau. En abscisse, nous portons la déformation epsilon et en ordonnée, nous portons la contrainte sigma. Dans un premier temps, la déformation est purement élastique. C'est d'ailleurs le domaine, on appelle ça le domaine élastique, pour lequel la courbe de traction est une droite. La pente de cette droite représente le module de Young E. Module de Young. Donc nous avons le domaine élastique si la contrainte est appliquée est compris entre 0 et sigma E. Sigma E
étant la limite d'élasticité. À partir de sigma E, la courbe s'infléchit et nous rentrons dans le domaine élastoplastique. Donc si on continue à charger jusqu'à une contrainte maximale qui correspond à la rupture de l'éprouvette. Cette contrainte sigma R est appelée résistance à la rupture. Il faut préciser aussi que dans le domaine élastique, la contrainte appliquée est égale ou inférieure à la limite d'élasticité. La déformation est réversible, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine élastique réversible. Si nous chargeons, nous déchargeons, nous revenons à zéro, c'est-à-dire que l'éprouvette ou la pièce reprend sa forme et ses dimensions initiales. Au-delà de sigma E, si nous déchargeons, nous aurons des déformations irréversibles et permanentes. Dans ce cas, la déformation totale est composée de deux parts, une part plastique, epsilon P, et une part élastique, epsilon E. Donc, dans ce cas-là, si nous déchargeons, la pièce ou l'éprouvette ne peut plus reprendre ses dimensions et sa forme initiale. D'ailleurs, vous pouvez constater le trajet de chargement. Si nous dépassons la limite d'élasticité et nous revenons parallèlement à cette droite, on aura une déformation permanente comme le montre le chargement affiché par cette diapositive. Le coefficient de Poisson nu peut être calculé à partir de l'allongement longitudinal et du rétrécissement transversal, mesuré directement. Le coefficient de Poisson est une constante élastique adimensionnelle. Reprenons le barreau qu'on a considéré précédemment, et soit la direction longitudinale, pour laquelle nous allons appliquer un effort de traction, et nous considérons maintenant la direction transversale, c'est-à-dire la direction qui est perpendiculaire à la direction longitudinale. Et soit la longueur initiale, suivant la direction transversale, L0. Donc si nous appliquons un effort de traction, nous aurons un amincissement dans la direction transversale, c'est-à-dire la longueur dans la direction transversale initiale était de L0, elle va devenir égale à L. Et L est inférieur à L0 si nous appliquons une traction. Nous appelons delta petit l la différence de L moins L0. On définit à partir de là la déformation transversale qui est égale au rapport de delta L sur L0. Donc dans ce cas, la déformation transversale est négative en traction et elle est positive en compression. On définit le coefficient de Poisson nu comme étant l'opposé du ratio entre la déformation transversale et la déformation longitudinale. Il faut préciser dans ce cas aussi que le coefficient de Poisson tire son nom de Siméon Denise Poisson.
un mathématicien, géomètre et physicien français qui le met en évidence dans une note qu'il publie en 1827. Le coefficient de Poisson est strictement compris entre -1 et 0,5. Le plus souvent, le coefficient de Poisson est positif. Le coefficient de Poisson est négatif lorsque nous constatons un épaississement lors d'un étirement. S'il est négatif, nous avons un épaississement lors d'un étirement. Les rares matériaux ayant un coefficient de Poisson négatif sont dits auxétiques. Les matériaux auxétiques, ils ont un coefficient de Poisson négatif, tels que le graphène par introduction de défauts de lacunes. À l'autre extrémité, c'est-à-dire quand le coefficient de Poisson est égal à 0,5, c'est pour les matériaux incompressibles, tels que les liquides, le caoutchouc. Les élastomères ont un coefficient de Poisson proche du 0,5, 0,45 jusqu'à 0,49. La majorité des élastomères. Il faut préciser aussi que quand le coefficient de Poisson est positif, nous avons, lors d'un essai de traction, un amincissement et ça, nous avons un amincissement, contrairement aux matériaux auxétiques. La majorité des métaux et alliages ont un coefficient de Poisson de 0,25 jusqu'à 0,35. Le béton a un coefficient de Poisson proche de 0,2. Le liège a un coefficient de Poisson égal à 0. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise pour la fabrication de certains bouchons de bouteilles. En effet, lorsque on l'enfonce dans le bouchon, on l'enfonce dans la bouteille, il ne se dilate pas dans la direction transverse. C'est pour ça que pour certains bouchons de bouteilles, on les fabrique en liège parce que son coefficient de Poisson est égal à 0. Le coefficient de Poisson est souvent associé au module de Young. Les deux valeurs suffisent à décrire entièrement le comportement élastique linéaire d'un matériau isotrope. Voici quelques valeurs du coefficient de Poisson et du module de Young, notamment pour les métaux et alliages. Donc vous avez ici le module de Young exprimé en mégapascal et le coefficient de Poisson pour différents types de matériaux. Par exemple, pour l'acier de construction, le module de Young est égal à 210 000 mégapascales et le coefficient de Poisson varie entre 0,27 et 0,3. Si on prend par exemple un aluminium, le coefficient de Poisson, le module de Young est égal à 69 000 mégapascales et le coefficient de Poisson 0,346. Si on prend par exemple le verre a un module de Young égal à 69 000 mégapascales et un coefficient de Poisson compris entre 0,18 et 0,3. Pour le caoutchouc, le module de Young varie de 1 à 100 mégapascales et le coefficient de Poisson il est de 0,5.
On va maintenant entrer dans le vif du sujet qui consiste à démontrer la loi de comportement en élasticité linéaire, ce qu'on appelle la loi de Hooke généralisée. Donc, comme je l'ai expliqué précédemment, on a la contrainte, le tenseur de contrainte, le tenseur de déformation, et on va chercher cette loi de comportement qui permet de lier l'un à l'autre. La contrainte en fonction de epsilon ou le tenseur de déformation en fonction de tenseur de contrainte. C'est-à-dire qu'on doit répondre à cette question. Quelle est la loi qui décrit au mieux le comportement des matériaux élastiques linéaires, lesquels constituent les matériaux les plus utilisés dans le monde? Considérons une base E1, E1, E2, E3 et représentons l'état de contrainte sous forme d'un cube élémentaire de dimension infinitésimale pour représenter l'état de contrainte multiaxiale. Donc, compte tenu que nous avons une linéarité, nous pouvons procéder et considérer la superposition de l'état de contrainte. On peut le décomposer en deux parts. Une part où on n'a que des tractions suivant les directions E1, E2, E3, sigma 1, 1, sigma 2, 2, sigma 3, 3, et un autre tenseur où on n'a que des cisaillements purs dans les plans E1, E2, E2, E3 et E1, E3. Donc ceci n'est valide que si on a linéarité entre le tenseur les composants du tenseur de contrainte et le tenseur de déformation. Donc c'est valide uniquement dans le cas de l'élasticité linéaire. De ce fait, l'état de contrainte multiaxiale est la somme de 6 états. 3 états de traction et 3 états de cisaillement. La réponse en déformation sera constituée aussi en une superposition de 6 états de déformation. Donc, l'état de contrainte multiaxiale sigma sera la somme de 6 états de contrainte. Le tenseur sigma 1 correspond à une traction suivant E1, sigma 2 traction suivant E2, sigma 3 traction suivant E3, sigma 4 un cisaillement pur dans le plan E1, E2, sigma 5 un cisaillement pur dans le plan E1, E3, et enfin sigma 6 un cisaillement pur dans le plan E2, E3. Donc la réponse en déformation sera aussi égale à la somme, donc sigma, epsilon sera la somme de 6 états. Par exemple, epsilon 1 est la réponse à sigma 1. Sigma 2, epsilon 2 est la réponse à sigma 2, et ainsi de suite. Nous imposons maintenant un tenseur de contrainte. Donc on va considérer les tractions suivant E1, E2 et E3. Et nous enregistrons la réponse en déformation. Premièrement, considérons la traction sigma 1,1 dans la direction E1, celle qui correspond à sigma 1. Donc voilà le tenseur de contrainte, sigma 1,1.
ce tenseur de contrainte engendre un tenseur de déformation qu'on appelle epsilon 1 qui définit qu'il y aura trois composantes. Une composante suivant la direction longitudinale, puisqu'on a exercé suivant E1, donc la déformation dans la direction longitudinale, ça sera sigma 1,1 sur E, et les deux directions transversales, E2 et E3, pour lesquelles la déformation sera égale à moins nu sigma 1,1 sur E. Par la suite, nous imposons la traction sigma de 2 dans la direction E2, qui est générée par sigma 2. Et nous cherchons la réponse en déformation epsilon 2. Donc, dans ce cas-là, nous aurons une déformation dans le sens longitudinal, c'est-à-dire le sens E2, qui sera égal à sigma de 2 sur E, et les deux déformations dans le sens transversal. Donc, le sens transversal, si la charge est appliquée suivant E2, donc les directions transversales, ça sera E1 et E3, pour lesquelles la déformation sera égale à moins nu sigma de 2 sur E. Il est de même en imposant le troisième tenseur de contrainte sigma 3 qui correspond à la traction suivant E3, et nous aurons un tenseur de déformation sous cette forme-là. Nous avons terminé avec les trois tractions suivant E1, E2, E3. On va passer maintenant au cisaillement pur. Le quatrième état de contrainte, il exprime le cisaillement pur sigma 1,2 dans le plan E1, E2, et pour lequel le tenseur sigma 4 est donné sous cette forme-là. Donc on a représenté ce tenseur par sigma 1, 2, sigma 2, 1, sigma 1, 2, sigma 2, 1. On est dans le plan E1, E2. Donc si nous appliquons ces contraintes de cisaillement, cet élément il va se déformer de la sorte. C'est-à-dire que nous aurons des distorsions. Epsilon 1,2 et epsilon 2,1 qui représentent des angles exprimés en radians. Alors, pour ce faire, on introduit le module de cisaillement G qui exprime la déformation du matériau soumis à un effort uniquement en cisaillement. L'expression G, le module de cisaillement G, est exprimé en fonction du module de Young et du coefficient de Poisson nul. G est égal à E sur 2, 1 plus nul. Donc si nous imposons un cisaillement, sigma 1, 2, nous aurons un tenseur de déformation pour lequel on a 1 sur 2G, on a uniquement la composante, cette composante epsilon 2, 1 qui est égale à sigma 2, 1 sur 2G, et compte tenu, on a ici de la symétrie, nous avons la même valeur. Donc epsilon 1, 2 est égal à epsilon 2, 1 pour le chargement 4, qui est égal à sigma 1, 2 sur 2G. Et ces déformations représentent des angles en radians. Considérons maintenant
le tenseur de contrainte sigma 5 qui correspond au cisaillement pur dans le plan 1, 3, qui est représenté par ce tenseur. Ce tenseur de contrainte engendre un tenseur de déformation qui a cette forme. Et vous avez représenté ici l'élément pour lequel on n'a que des contraintes de cisaillement. Donc en appliquant cet état de contrainte, nous aurons des déformations epsilon 1,3 et epsilon 3,1, de telle sorte que epsilon 1,3 est égal à epsilon 3,1 est égal à sigma 1,3 sur 2G. Et on sait que G est exprimé en fonction de E et nu. Maintenant, il nous reste le dernier tenseur de contrainte, sigma 6, qui correspond au cisaillement dans le plan E2, E3. Dans le plan E2, E3, qui est représenté par ce tenseur, sigma 3,2. Sigma 3, symétrie. Donc ce tenseur de contrainte engendre un tenseur de déformation qui a cette forme. Donc l'élément de volume, l'élément plutôt ici surfacique, on a représenté les contraintes de cisaillement. Ces contraintes de cisaillement engendrent une distorsion qui donne dans le plan E2, E3 qui engendre des déformations epsilon 2,3, epsilon 3,2 qui sont égales et qui s'expriment en fonction de sigma 2,3 sur 2G. Dans le cas des petites perturbations, nous appliquons le principe de superposition. Nous avons imposé un tenseur de contrainte qui est la somme de 6 tenseurs et nous cherchons le tenseur de déformation résultant. Ce tenseur de déformation a aussi 6 composantes. Nous avons donc, pour le tenseur de contrainte, nous avons les 6 composantes, sigma 1,1, sigma 2,2, sigma 3,3, sigma 1,2, sigma 1,3 et sigma 2,3, en raison de la symétrie. Le tenseur de déformation résultant aussi aura 6 composantes, en raison aussi de la symétrie. Epsilon 1,1, epsilon 2,2, epsilon 3,3 et les composantes epsilon 1,2, epsilon 1,3, epsilon 2,3. Et nous allons calculer chacune de ces composantes, en commençant par epsilon 1,1. Pour la composante epsilon 1,1, elle est due à la traction suivant la direction 1, à la traction suivant la direction 2 et à la traction suivant la direction 3. Donc nous avons, suivant la direction 1, une composante de cette déformation qui est égale à sigma 1,1 sur E, et deux autres composantes qui sont égales à moins nu sur E, sigma 2,2, et une autre moins nu sur E, sigma 3,3. Alors, on va maintenant essayer de réarranger cette équation. Et on va rajouter
et retrancher une même quantité. Là, je vais rajouter moins plus nu sur E sigma 1,1 et retrancher la même quantité, c'est-à-dire nu sur E sigma 1,1. De telle sorte à réarranger cette équation. Donc, on va essayer de mettre ce terme là et ce terme-là à ce niveau. Voilà, donc on va effacer, on va gommer ce qui a été fait. Ben, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons que j'ai sigma 1,1 sigma 1,1 sur E plus nu sur E sigma 1,1. Donc en mettant sigma 1,1 en facteur, on aura 1 plus nu sur E sigma 1,1. Et on aura un autre terme qui est égal à moins nu sur E que multiplie la trace du tenseur sigma. Donc, nous avons epsilon 1,1 est égal à 1 plus nu sur E sigma 1,1 moins nu sur E trace de epsilon. De la même façon, on va chercher maintenant la composante epsilon de 2. Epsilon de 2 est due à la traction sigma 1,1, à la traction sigma de 2 et à la traction sigma 3,3. Et nous obtenons une relation similaire à celle de epsilon 1,1 qui est donnée par cette équation. Donc vous voyez bien la similitude. Donc on a epsilon de 2, 1 plus nu sur E sigma de 2, moins nu sur E, trace de sigma. Il est de même pour epsilon 3,3. Epsilon 3,3. Nous obtenons une équation de la même forme que les deux précédentes. Passons maintenant aux composantes qui sont hors diagonale, c'est-à-dire les composantes de epsilon 1,2, epsilon 1,3 et epsilon 2,3, qui représentent des cisaillements. Epsilon 1,2 est dû uniquement au cisaillement pur qui est provoqué par sigma 1,2 et qui est donné par cette relation epsilon 1,2 est égal à sigma 1,2 sur 2G. Donc en l'écrivant en fonction de nu et du module de Young E, donc on aura 1 plus nu sur E sigma 1,2. Il est de même pour epsilon 1,3 et epsilon 2,3. Donc nous avons déterminé les 6 composantes du tenseur de déformation. On va maintenant les réécrire sous forme indicielle et matricielle. En notation indicielle, les 6 relations précédentes s'écrivent sous la forme qui est indiquée. Epsilon ij
est égal à 1 plus nu sur E sigma ij, moins nu sur E sigma ll delta ij. Sigma ll étant la trace de sigma, c'est-à-dire c'est sigma 1,1 plus sigma 2,2 plus sigma 3,3. Delta ij étant l'indice de Kronecker. Il est égal à 1 quand i est égal à j, c'est-à-dire uniquement pour les éléments situés sur la diagonale. Et il est égal à A0 pour les composantes hors diagonale. Cette relation, on peut l'écrire aussi sous forme matricielle, qui est donnée par l'équation epsilon égale 1 plus nu sur E, le tenseur de contrainte, moins nu sur E, la trace de sigma, que multiplie la matrice identité. Nous allons maintenant rechercher la relation duale. C'est-à-dire, on a exprimé epsilon en fonction de sigma, c'est-à-dire on connaît sigma, on détermine epsilon. La relation duale, c'est que on ne connaît pas, supposons qu'on ne connaît pas sigma, le tenseur de contrainte, et on va l'exprimer en fonction de epsilon. Dire ça, supposons que epsilon est connu. Le tenseur, si on connaît le tenseur de déformation, comment pourrait-on déterminer le tenseur de contrainte? C'est ce qu'on appelle la relation duale. Nous allons employer la notation indicielle pour trouver la relation duale. À cet effet, on procède à isoler à part la composante de la contrainte sigma ij dans un seul membre de l'équation. Pour cela, dans un premier temps, on met i égale à j égale à l, ce qui nous permet de déduire la relation entre les traces des deux tenseurs. C'est-à-dire, on va chercher à isoler sigma ij dans un seul membre de l'équation. Pour cela, donc, on doit trouver la relation de la trace sigma ll. Pour cela, on met i égale à j égale à l. Et donc, i égale à j, c'est-à-dire epsilon ll est égal à 1 plus nu sigma ij, c'est-à-dire sigma ll, moins nu sur E, sigma ll, delta ij, c'est-à-dire delta ll. Delta ll. Et on sait que delta ll, c'est delta 1,1 plus delta 2,2 plus delta 3,3, donc c'est égal à 3. Ce terme, il est égal à 3. Donc on peut tirer le epsilon ll, ce sera 1 plus nu sur E. Ici on a, ce sera 3 nu sur E sigma ll. J'ai 1 plus nu sur E moins 3 nu. Donc ce sera 1 moins 2 nu sur E sigma ll. Voilà. Epsilon ll est égal à 1 moins 2 nu sur E sigma ll. Et on va, ce terme-là, on va essayer, exprimer maintenant sigma ll en fonction de epsilon ll.
sigma LL en fonction de epsilon LL. Et ce terme-là, on va l'injecter dans cette relation. On développe encore. Donc on aura sigma ij est égal à 1 plus nu sur E sigma ij moins nu sur E et on remplace sigma LL par sa valeur. Sigma LL, voilà, sigma LL par sa valeur ici. Alors, c'est ça. Vous avez donc E1 moins nu, 1 moins 2 nu, epsilon LL delta ij. Voilà. Maintenant, on va multiplier. Donc, pour avoir sigma ij, je vais multiplier par E sur 1 plus nu. E sur 1 plus nu. De telle façon, avoir une simplification. Donc, on va multiplier les deux membres de cette équation par E sur 1 plus nu. J'ai E sur 1 plus nu. Et là, la même chose. E sur 1 plus nu. On va simplifier le E avec ce E. Et on développe encore. Vous voyez? Epsilon ij E sur 1 plus nu égale à sigma. Ici, en numérateur, on aura moins nu E, 1 moins 2 nu, qui multiplie 1 plus 2 nu. 1 moins 2 nu, 1 plus 2 nu, et epsilon LL delta ij. Maintenant, on peut isoler sigma ij dans un seul membre de cette équation. C'est ce qu'on va voir. Finalement, nous avons retrouvé la relation duale de la composante du tenseur de contrainte en fonction de la composante du tenseur de déformation. Donc cette relation, sigma ij est égal à E sur 1 plus nu epsilon ij, plus un scalaire qui est égal à nu E sur 1 moins 2 nu que multiplie 1 plus nu, epsilon LL delta ij. Nous pouvons la écrire aussi cette équation sous une forme plus simple. Pour cela, on introduit deux coefficients, lambda et mu. Ces deux coefficients sont appelés les coefficients de Lamer. C'est-à-dire le lambda est égal à ce terme-là, qui est égal à nu E 1 moins 2 nu 1 plus nu, ça c'est lambda, et 2 mu est égal à E sur 1 plus nu. Lambda et nu s'expriment en fonction du module de Young et du coefficient de Poisson. Voilà, donc mu est égal à E sur 2 1 plus nu, il est égal au module de cisaillement G. Donc mu a une signification physique puisqu'il a il est égal au module de cisaillement G.
Par contre, lambda, il n'a pas de signification physique. Il est utilisé uniquement pour simplifier l'écriture. Les deux coefficients de Lamé, lambda et mu, s'expriment en fonction du module de Young et du coefficient de Poisson. Le coefficient lambda n'a pas d'interprétation physique, mais il sert à simplifier l'écriture de l'équation. Tandis que mu constitue le module de Cisaille-Manger. Ces deux coefficients sont homogènes à une contrainte et ont donc comme unité le Pascal. Il porte le nom de Gabriel Lamé, un mathématicien français du XVIIIe-XIXe siècle. Pour les matériaux homogènes et isotropes, ces lois de comportement s'appellent aussi loi de Hooke généralisée. Nous pouvons écrire aussi cette loi de Hooke ou la loi de comportement sous forme matricielle. Sigma est égal à 2 mu epsilon plus lambda epsilon LL que multiplie la matrice identité. Ce tableau indique quelques valeurs des deux coefficients de Lamé exprimés en newton sur mètre carré pour l'acier, l'aluminium et le cuivre. Je conclus cette vidéo par la présentation d'un tableau qui récapitule les lois de comportement en élasticité linéaire, déformation en fonction de la contrainte et contrainte en fonction de la déformation, sous les deux formes d'écriture, indicielle et matricielle. Je présente aussi les deux coefficients de Lamé exprimés en fonction des deux constantes élastiques, en l'occurrence le module de Young et le coefficient de Poisson. Voilà qui m'amène à la fin de cette séance vidéo de cours. Je serai très ravi d'entendre que cette séance vous sera très bénéfique afin de mieux aborder les problématiques liées aux lois de comportement en élasticité linéaire. Par ailleurs, je vous annonce que la prochaine vidéo sera consacrée aux critères de résistance. Au plaisir de revoir très bientôt pour d'autres séances vidéo consacrées à la mécanique des milieux continus et particulièrement à l'élasticité. Au revoir.